inactuelle avec sa constitution et ses organisations et les compétences qu'il a aujourd'hui. On élargit ses compétences plutôt. En ne le laissant pas simplement dans le cadre du domaine coutumier, mais plutôt on élargit ses compétences aux affaires sociétales. C'est-à-dire que tous les sujets qui vont être sur les politiques publiques qui vont être décidées et votées, ou proposées par le gouvernement et votées, qui touchent du doigt aux relations entre les gens, entre les populations, qui touchent du doigt les affaires sociales, qui touchent du doigt les affaires sociétales, devront obligatoirement passer par cette chambre. Cette chambre-là, c'est le Sénat aujourd'hui qui sera élargi à une représentation des autres communautés qui fondent le pays aujourd'hui et qui, ensemble, vont traiter de ces sujets. Jean-Pierre Diaoui disait que les conseils d'air, eux, restaient dans leur configuration actuelle. C'est bien ça? Oui, les conseils d'air ont toujours été à leur place. Ils s'occupent des affaires coutumières à proximité des aires et des districts et des clans. Le Sénat, il a un niveau pays. Il est plus à traiter des sujets de la chose publique liés au texte, etc. Donc, tout ce qui est lié au terrain, au clan, tout ce qui est lié aux affaires qui sont remontées par les clans et par les districts, c'est des affaires des conseils d'air. Ça a toujours été et ça le restera. Merci, c'est toujours important là aussi de réaffirmer les choses. Parmi les points de vigilance qui ont été soulevés tout à l'heure par Mathias Chauchat, il y avait la nécessité de bien organiser la séparation des pouvoirs. Alors dans le projet du FLNKS, il y a un projet d'organisation institutionnelle. Alors comment est-ce que vous pouvez nous garantir que ce projet-là, cette organisation-là, va préserver les libertés fondamentales? Est-ce que vous pouvez aussi élargir peut-être votre explication en nous disant comment dans la société future, il y aura des contre-pouvoirs et comment est-ce qu'on va organiser les libertés comme la liberté de la presse, etc. La liberté d'expression aussi. Donc, oui, je vais simplement répondre à la question. Tout ce qu'on est en train de dire, pour organiser la séparation des pouvoirs, pour que la démocratie respire, il faut qu'on le mette ça dans le projet de constitution. Et la vision que le FLNKS a de cette constitution s'inscrit déjà en préliminaire dans le projet que nous, on le fait valoir aujourd'hui. Donc dans le projet de constitution, il y aura ce qu'on a dit la séparation des pouvoirs. Donc il y aura le pouvoir judiciaire, il y a le pouvoir des institutionnelles, et il y a l'autre pouvoir qui est le pouvoir législatif, l'autre pouvoir c'est exécutif. Voilà, je l'ai dit. Donc tout ça est prévu dans le projet du FLNKS pour bien qu'on sépare le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Voilà. Maintenant, c'est comment on organise à l'intérieur de ça pour que, justement, il y a séparation des pouvoirs, pour que le politique n'influence pas sur les décisions de la justice, pour que le politique n'influence pas sur les décisions des élus. Voilà. Il faut que les élus soient à leur rôle, c'est eux qui décident. Ensuite, les lois, les choses comme ça, il faut qu'il y ait véritablement une séparation des pouvoirs entre le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on essaye d'amener comme ça pour discuter, mais c'est des choses qu'il faut une fois qu'on sera indépendant,
ben, on va soumettre ça pour que nos gens à nous puissent réfléchir sur la question. Mais on a déjà une réflexion qui va vers ça. Donc c'est ça qu'on essaye de valoriser un peu partout. Donc, comme disait Mathias, c'est un point de vigilance, mais vous étiez déjà sur la question de toute façon. On est déjà sur la question parce qu'on a vu par la pratique qu'il y a une confusion dans le pouvoir, confusion dans les rôles. Les politiques ils influencent les avocats ou la justice. La justice essaie d'influencer le monde des affaires. Le monde des affaires qui viennent influencer sur les décisions politiques. Donc voilà, ce sont ces choses-là qu'on essaie de réfléchir pour éviter tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on a en tête et qu'on veut qu'on réfléchisse ensemble parce que nous, on soumet ça à la réflexion. Comme disait tout à l'heure M. Choucha, c'est des choses qu'il faut qu'on débatte avec les autres communautés et puis avec la population ici. Parce que c'est un point central. L'organisation du pouvoir, le projet de constitution, la constitution du pays demain. Et donc on invite les non-indépendantistes à venir discuter, à préparer la constitution du pays indépendant. Il faut qu'ils viennent. Il faut qu'ils viennent pour discuter de ça. Ce que dit Sylvain tout à l'heure, la question de l'identité kanak qui doit transpirer dans le projet, l'identité kanak qui transpire dans le projet, il faut simplement savoir qu'il y a une partie dans la réflexion qui parle de Kanak, la question de l'identité kanak à travers le Sénat, qu'on essaie d'élargir aux autres. Il y a les conseils coutumiers qui sont là aussi. Ce sont des assemblées qui peuvent dire quelque chose sur la vie de la société. Mais il ne faut pas exclure les autres communautés parce que, comme on a dit que c'est une société pluriculturelle, il faut que les gens qui s'impliquent dans la société de demain soient composés des gens qui sont de plusieurs communautés. Voilà. Donc voilà. Merci aussi. Pierre Chanel, vous voulez rajouter? Oui. En fait, la question elle est bonne parce que la plupart des choses qu'on entend à la télé, des réactions des jeunes, des étudiants et tout ça, même des réactions des non-indépendantistes, c'est la crainte d'un désordre. C'est la crainte d'un désordre. C'est la crainte d'un pays désordonné, sans règles ni loi. Alors que rien de tout ça ne sera. C'est pour ça qu'on dit l'indépendance, on l'a construite depuis. Et le fait de l'avoir pensé à une certaine époque, de l'avoir construite, de l'avoir mis en place, d'avoir exercé les pouvoirs des institutions, nous permet aujourd'hui de pouvoir faire des petits ajustements. Voilà. Donc la question sur les contre-pouvoirs, c'est une question qui est posée aussi parce qu'il y a la crainte, comme ça a été pour ramener un peu rapport à José Bardon tout à l'heure quand il parlait de la Révolution française. C'est la crainte d'une dictature, c'est la crainte des élus qui seront au-dessus de tout pouvoir, de toute loi. Voilà. C'est ça la crainte. Quand on parle partout, quand on discute, et puis les gens ils parlent de contre-pouvoir, ils visent toujours les élus. Ils ont peur des élus qui, demain, dans le pays indépendant, vont faire n'importe quoi. Peut-être que cela a été à un moment donné. Mais aujourd'hui, ce que nous on propose, dans le projet, et c'est inscrit dans la loi suprême. Ce sera inscrit. En tout cas, on le proposera dans l'Assemblée constituante, que ce soit inscrit dans la loi suprême de la future constitution. C'est un code d'éthique avec la mise en place de ce que disait tout à l'heure justement Mathias Choucha, la même instance qui existe au Vanuatu et qui a permis de condamner tous les députés là. Voilà. Donc cette instance, on le propose pour le pays indépendant demain ici, pour assurer nos populations. Les futurs élus du pays ne seront pas au-dessus des lois. Des lois, il y en aura. Il y en a aujourd'hui comme il y en aura dans le pays indépendant demain. Des règles, il y en aura aussi. Donc
c'est ça que je voulais dire, tout simplement pour dire que voilà, il y aura quand même des choses qu'on met en place. Et c'est des petits ajustements comme ça, de par l'exercice de pouvoir qu'on a fait depuis maintenant bien des années maintenant. Ça c'est important, je crois, à rappeler. C'est vrai que le pays a des institutions particulières depuis longtemps et toute la classe politique a pratiqué ces institutions, a accumulé les expériences bonnes et mauvaises, et malgré tout, aujourd'hui on arrive au moment de l'émancipation avec tout ce capital, toute cette expérience. Oui, et tout à l'heure même José parlait aussi du jalon de l'organisation parlementaire, du régime parlementaire qu'on veut instituer dans le cadre de la mise en place des pouvoirs de pays indépendants. Ce sera un régime parlementaire. Donc on n'aura pas un président de Kanaki au-dessus de tout puissant. Non. C'est un peu ça. Merci Pierre Chanel. On s'achemine vers la fin de ces échanges parce que, bon, il y aurait beaucoup à dire, mais la campagne, elle ne fait que commencer. Les espaces se multiplieront. Il y a une question qui revient souvent, c'est la question de l'exercice du droit de vote. On entend beaucoup dire là-dessus, alors ça dépend bien entendu de quel point de vue on se place. On sait que nos adversaires, là je vais ramener pour provoquer un peu ce qu'ils disent, ils disent ben voilà, vous dites que vous voulez garantir la démocratie et le droit de vote, les libertés, et puis vous nous empêchez de voter aux élections provinciales et au référendum. Mais bon, ça c'est pour provoquer. Je pense que on a de quoi répondre. Jean-Louis d'Anglebert va intervenir là-dessus. Mais derrière ça, c'est la question du régime électoral dans la nation de Kanaki-Nouvelle-Calédonie demain. Comment est-ce que tout ça va se passer? Quel est le devenir il y a toutes sortes de questions, hein, quel est le devenir de toutes les personnes qui sont aujourd'hui sur le tableau annexe? Voilà, est-ce qu'un jour elles vont voter? Voilà, il y a des tas de questions qui se posent. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus, Jean-Louis? Oui, d'abord, bonjour à... Non, il y a un Oui, d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Donc, je vais répondre à, bien sûr, la question posée, mais je vais revenir sur les trois intervenants parce que je vais reprendre les lignes directrices sur lesquelles les trois intervenants ont présenté qu'on leur avait demandé. Et justement, le premier intervenant, José Barbanson, il a simplement fait un peu l'histoire du combat d'émancipation des Kanaks au départ. Et le début de ce combat, c'est l'accession au droit de vote. Il nous a largement rappelé comment ça s'était passé, par étapes, etc. Et que les Kanaks avaient accepté à l'époque un système de collège électoral où leur voix comptait moins que ceux d'en face, uniquement pour ne pas déséquilibrer ce qui existait déjà. Et il a rappelé que les Kanaks ont toujours fait des concessions. Or, je vois mal ceux d'aujourd'hui faire les mêmes concessions, dans le sens inverse. Mais simplement pour vous dire que c'est le début de cette conquête de l'émancipation de la colonisation commence il y a 65 ans. C'est pas hier, il y a 65 ans. Donc j'avais relevé, notamment pour José Barbanson, ce point qui m'avait paru important de soulever de ce combat qui n'a pas commencé avec l'accord de Matignon, l'accord de Nouméa, mais depuis 65 ans, cette volonté d'émancipation et de décolonisation. Et je disais, et j'avais marqué, je voterai oui pour le référendum le 4 novembre, parce que c'est bannir la relation de tutelle entre l'État colonisateur et la Nouvelle-Calédonie, bannir cette relation actuelle de duel, une relation qui a été non consentie. Donc, ceux qui ont consenti les indépendantistes, c'est beaucoup de concessions. Et notamment sur le corps électoral actuel, c'est que le corps électoral, la première ouverture qui avait été faite par les indépendantistes, c'était bien sûr la ville des Roches,
ouvert ensuite l'accord de Matignon au Dino à tous ceux qui étaient présents